C'est la fille, dès qu'il y a une caméra, faut à tout prix se foutre devant. Le sujet, c'était le passage d'âme en ombre. Donc, il y avait une petite présentation, mais je vais vous la relire. Donc, il y a pas mal de médiums qui font passer des âmes. Souvent, c'est une par une, parce que les âmes, elles ont des messages à donner. Et des fois, une par une, quand on arrive à des gros chiffres, 100, même déjà 100, 1000, 10 000, on ne peut plus s'amuser à faire ça à la main, parce que ça prend trop de temps, tout simplement. Donc, souvent, les âmes qui ne sont pas montées, elles se regroupent par groupe. Elles se regroupent dans des endroits de souffrance. Et donc, dans ces endroits-là, on a moyen de les toucher et d'aller les aider à passer. Quand vous dites les toucher, les contacter. Contacter, les appeler, enfin après, on va les chercher en général. On va les chercher. Oui, on va les chercher. Dans l'énergie, on n'a pas besoin d'aller physiquement, on va les chercher. Donc cette technique-là, elle mélange en fait des paroles et des gestes qui permettent de toucher le maximum de ces âmes-là en même temps. Parce qu'on arrive à... Les âmes qui sont en peine, en fait, c'est des âmes qui ne sont pas montées. Et elles ont la psychologie des humains, en fait, tout simplement. Et qu'il faut trouver pourquoi elles ne sont pas montées, mais on regardera ça un peu après. Il y a toute une typologie. Et du coup, il faut arriver à les toucher toutes, soit par des gestes, soit par des paroles. Et après, on va parler un petit peu de l'attitude du passeur d'âme, puisque le passeur d'âme, il faut qu'il soit quand même dans la bienveillance, voire dans l'amour. Et en tout cas, il ne faut surtout pas qu'il ait peur de ce qu'il fait. Les gens qui ont peur des âmes, ça ne peut pas le faire. Et dans cette technique-là, d'être un magnétiseur, c'est un plus. Parce que les âmes elles ont encore des corps, elles ont des corps qu'on peut soigner, même si on ne les voit pas. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc moi je voulais savoir un petit peu pourquoi vous étiez là, parce que c'est un sujet qui est un petit peu particulier, vous n'êtes pas nombreux, donc ça va aller vite. Savoir pourquoi vous étiez, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce sujet en fait. Voir si je vais pouvoir répondre à ça, puis j'orienterai aussi peut-être mes réponses. Si vous voulez. Pourquoi parce que à partir du moment où on s'intéresse au monde des énergies, les hommes errants, défunts, en peine, ça en fait partie, parce que ça peut créer des troubles. Oui. C'est des expériences que j'ai connues et que je connais encore d'ailleurs, de temps en temps. Voilà pourquoi. Okay. Moi, c'est le sujet, la curiosité. Je suis un petit peu amenée à faire du passage, mais un peu à ma sauce. Donc c'est pour aussi creuser un peu le sujet, approfondir. Parce que... D'accord. Merci. Alors moi, j'ai souvent des entités qui viennent sur moi. Ouais. Donc j'essaye de les faire monter. Ouais. Donc, vous êtes passeuse d'âme un peu quelque part. C'est pareil, moi. Pareil. Et puis j'ai eu des ressentis, des... D'accord. Ouais, c'est normal que vous soyez là. Des trucs pas marrants. Ils prennent beaucoup d'énergie quand même. Ils nous prennent beaucoup d'énergie. Quand je vais pas bien, je dis ça y est, j'étais à l'hôpital ou en EHPAD ou autre comme ça. Carrément. Ah oui, quand on va sur celui-là. Voilà, je vais voir mon papa 2 fois par semaine en EHPAD et à chaque fois je suis l'idée chez moi. Je comprends. Donc là, ça va vous intéresser. D'accord. Donc après, moi, je vais me présenter un petit peu, savoir d'où je viens. Donc à la base, je suis un technicien en informatique d'origine. Je suis un DUT en électronique. Et puis après, j'ai fait, les dernières années de ma vie, j'ai réparé des photocopieurs. Donc, pendant 5 ans. J'aimais bien ça. J'ai un côté donc assez carré, un peu cartésien, avec plein d'intuition, parce que même pour dépanner, il faut un peu d'intuition. Par contre, je suis en recherche au niveau spiritualité depuis très très longtemps. Je suis un des premiers bouddhistes de France. J'étais bouddhiste à 22 ans, dans les années 80. Les Tibétains venaient d'arriver, pas très longtemps avant. Et donc j'ai rencontré à peu près tous les grands maîtres tibétains dans les années 80, entre 80 et 90 en France. Y compris le Dalai Lama, qui n'est pas de la même lignée, mais voilà. Et puis après une grosse opération en 98, j'ai commencé à sentir mes points d'acupuncture. Et puis après, je me suis rendu très rapidement, dans les 3 mois qui ont suivi, je me suis rendu compte que je chantais aussi sur les autres, pour peu que je me connecte. Et du coup, maintenant, ça me sert pour soigner les gens un petit peu
libérer des mémoires en fait, ça me sert pour ça. Et j'ai été choisi par mon prof de géobiologie il y a une quinzaine d'années, une histoire un peu rigolote, et du coup j'ai appris la géobiologie. Et dans la géobiologie, il y a cette notion d'âme qui est. Sauf que la technique dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une technique qui est complètement personnelle et qui a été que j'ai pas appris par des gens vivants. Par contre, il s'est passé des choses qui font qu'on m'a donné les outils les uns après les autres, les billes les unes après les autres. Alors, en fait, pour cette technique-là, je l'ai gardée pour moi pendant très longtemps. Avec ma copine, on a travaillé pendant 2 ans. On a fait passer des âmes tous les jours, toutes les semaines. Une fois par semaine, on faisait passer des âmes. Et j'ai commencé à l'enseigner pour des gens comme vous, c'est-à-dire qui allaient en EHPAD. Et puis, j'avais une copine qui était intervenante dans une EHPAD. Et elle revenait chaque fois chargée d'âmes, elle ramenait ça à la maison. Et elle me disait, ça va pas, machin. Donc j'ai fini par lui dire, écoute, je ne vais pas te nettoyer ta maison toutes les semaines, donc je vais t'apprendre à le faire. Et ça marche, puisque depuis, elle nettoie les EHPAD 2 fois par an, où elle va, et puis ça roule, quoi. Donc qu'est-ce qui sous-tend déjà le passage d'âme? Déjà, c'est la notion d'âme et la notion de réincarnation. Alors c'est un peu compliqué, parce que c'est pas dans notre tradition, on est comme dans une tradition chrétienne, on est pas dans une tradition... La réincarnation est quelque chose de connu, et pourtant, quand on regarde bien, des preuves, il y en a un peu partout. Et il suffit presque de se pencher pour en ramasser de partout. Donc je vais vous en donner quelques-unes juste pour mémoire. Un des premiers, c'était Edgar Cayce. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Oui. Bon, c'est un médium, il faisait des lectures en transe, sous forme de transe, et il donnait des médications pour soigner tout un tas de choses. Et il y a encore aujourd'hui aux États-Unis une clinique qui utilise ces lectures pour soigner tout un tas de pathologies. Comment ? La plupart maladie. Il y a quelques livres sur lui, oui. Sur sa lecture, il y a des... Moi j'ai lu ça dans les années 80. Bon, c'est un... Et en fait, il lisait aussi les lectures akashiques, et dans ces lectures, il arrivait à voir pourquoi les gens avaient telle ou telle maladie, et c'était lié souvent à des vies antérieures. Voilà, il paraît qu'il aurait prédit le jour et l'heure de sa mort. Voilà. Donc ça, c'est pour Edgar Cayce. Mais après, vous avez d'autres choses. Vous avez lu des morts tibétains, bien sûr. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Non. Non. Je vous invite à lire. Je pense qu'il faut l'avoir lu une fois dans sa vie. C'est quoi? Le livre des morts tibétains, son vrai nom, c'est le Bardo Todol. Et c'est un livre, en fait... Ça existe en format de poche? Oui, ça existe en format de poche. Maintenant, à 7 €, vous le trouvez. Moi, quand je l'ai lu, ça existait dans les petits bouquins marrons dans les années 80. C'était pas tout à fait la même histoire. On a eu du mal à le trouver. Et le Bardo Todol, en fait, c'est une prière. Bardo, B-A-R-D-O, espace T-H-O-D-O-L. Mais si vous cherchez le livre des morts tibétains, vous allez tomber dessus. Ce livre, en fait, c'est une prière et qui décrit tous les états. Enfin, c'est une prière qui est lue au moment où les gens décèdent pendant un certain nombre de jours. Les gens riches, au Tibet, les gens pauvres, ils n'ont pas ça. Et du coup, il y a un moine, ou plusieurs moines qui vont réciter ce texte plusieurs fois d'affilée dans la journée. Et ce texte-là correspond à l'évolution de l'âme juste après la mort. Et donc, il décrit tous les états de l'âme par laquelle l'âme peut passer juste après la mort. Et du coup, forcément, le mort qui entend ça, il est dans un des états qui est décrit. Et donc, ça l'aide à cheminer. Donc, c'est intéressant parce que c'est une description de ce qui se passe après. Donc, ils expliquent, entre autres, qu'on peut véhiculer... il n'y a plus de corps physique, donc on peut se déplacer à la vitesse de la lumière. C'est souvent ce qui se passe. Et on est appelé, par exemple... par les gens qui pensent à nous, le mort, si quelqu'un pense à lui, tout de suite il va pouvoir se déplacer, se retrouver dans la pièce où on parle de lui, par exemple. Voilà. Et après, il y a une autre chose qui est intéressante dans le Bardo Todol, c'est qu'il considère qu'au-delà de 49 jours, l'âme ne peut plus, soit elle est passée, soit elle est coincée. Et c'est là où nous on intervient en tant que passeur d'âme, c'est qu'après les 49 jours, l'âme n'a plus l'énergie pour changer de niveau vibratoire. Et il faut un coup de pouce.
retrouve entre guillemets un peu automatiquement coincé. Moi ça m'est arrivé, j'ai fait passer des copains comme ça qui avaient un peu trop attendu, pourtant je les avais prévenus. Donc le livre d'Immort tibétain, je pense que c'est une lecture de base. Ça c'est vraiment un truc. Après, alors je ne sais pas si vous avez connu ça, c'est Denise Desjardins. Ça a été une des premières en France à faire ce qu'elle faisait du lying. Vous connaissez son mari. Oui. Et eux, ils ont été voir un swami, je ne sais plus son nom, Prajnapat, et qui utilisait ces techniques-là pour pouvoir nettoyer un peu tout un tas de mémoires et des blocages, pour débloquer les blocages de la personne dans cette vie-là. Et cette technique-là faisait qu'on remontait dans les vies antérieures et on voyait des moments de sa vie compliqués et qui expliquaient pourquoi on avait telle ou telle pathologie, telle ou telle difficulté relationnelle ou autre. Donc ça a été une technique d'introspection spirituelle qu'elle a du coup enseignée en France. Et elle a eu une école, mais ça c'est pareil, c'est dans les années 80-90 qu'elle faisait ça. J'ai eu la chance de la voir en conférence, encore à Montcherdon, elle est encore venue, elle avait 80 ans, elle n'entendait plus grand-chose. Mais c'était une belle personne. Je l'avais vu à Paris aussi, plus tôt. Après, il y en a un autre que vous connaissez sans doute, c'est Ian Stevenson. Ça vous parle, Ian Stevenson? De nom, Alors, Ian Stevenson, il est mort, hein, il est mort en 2007, c'est un Américain. Et lui, il était chef d'un département d'une université. Et il a fait des travaux sur la réincarnation, entre guillemets. Donc il a écrit un bouquin qui est assez connu, c'est 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation. Il suggère, il ne dit pas il y a la réincarnation qui existe, pour quelle raison, c'est que lui, il retrouvait des enfants entre 3 et 5 ans qui manifestaient par leurs paroles, par leurs gestes, le fait qu'ils avaient ils se souvenaient de leur vie antérieure et voulaient, souvent ils avaient des choses à finir. Et il en a recensé, je crois que c'est plus de 3000 cas, mais c'est des cas où il faisait des enquêtes mais de type policier. C'est même très chiant à lire. Les vraies enquêtes qu'il fait, ça prend 20 pages, où il interroge le tonton, la tata, tous les gens, les voisins, pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de se faire valoir à travers cette histoire-là pour en tirer un profit. Donc il élimine et il essaye de trouver des preuves. Donc là, il en a fait... il y en a 3000, le travail continue. En fait, on a connu ce travail-là en France par le monsieur Schnitzer, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est lui qui a créé Montcherdon, le centre bouddhiste à Aiseron. C'est lui qui a acheté le terrain et puis qui a fait venir les Tibétains à cet endroit-là. Et en France, il a eu beaucoup de blocages parce qu'on est dans une civilisation catho, donc ça gênait beaucoup. Alors que dans la chrétienté, la réincarnation existait à l'origine. Ça a été enlevé dans les conciles. Donc lui, il a fait des cas, il y a plein de cas. Et Schlesinger, il a fait des conférences. Moi, j'ai entendu des audios pendant plus de 10 heures où il explique tout un tas de cas. Il arrivait à faire des statistiques sur le fait de... ceux qu'il avait, hein, si on se réincarnait plutôt en homme, plutôt en femme, a priori, on reste plutôt dans le même sexe. Il y en avait qui restaient coincés dans des arbres, des choses comme ça. Et puis il y a des cas en Inde, par exemple, je peux en citer quelques-uns comme ça, juste pour rigoler. Une petite fille qui se réveille, qui, quand elle arrive à parler, c'est ça le problème, il faut qu'ils arrivent à parler, elle dit « Maman, il faut que je retourne à tel endroit, dans tel village, j'ai caché de l'argent, mon mari picolait, et j'ai gardé l'argent pour les études de mon fils. » Une fois, 2 fois, 3, mais il faut vraiment que tu m'emmènes, machin. Donc elle y va, et effectivement, le mari a trouvé la cachette et a bu tout l'argent de la fille. Voilà, des choses comme ça. Et il y a un bouquin complet sur le cas le plus intéressant, qui est un Américain, un jeune Américain qui... Alors lui, il est intéressant parce que ça s'est pas arrêté à 5 ans, il a continué à avoir des réminiscences jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 16-17 ans. Et le nombre de trucs qu'il a cités, c'est un truc assez colossal. Alors, de mémoire comme ça, je peux vous en citer quelques-uns. Ça commence comme ça. Un papa américain qui emmène son gamin dans un salon de l'aviation, enfin dans un musée de l'aviation. Et là, il y a
il y a un gros avion avec ce qui ressemble à deux gros trucs en dessous, et papa, t'as vu la grosse bombe en dessous, et le gamin qui a 4 ans lui dit non, non, papa, c'est un deuxième réservoir. Il dit comment il sait ça? Donc il se renseigne, et effectivement, c'est un avion de la Deuxième Guerre mondiale, et quand il y a eu la guerre du Pacifique, les bases étaient très éloignées du Japon, donc pour les attaquer, ils avaient installé un deuxième réservoir pour pouvoir arriver jusque-là. Donc là, le père, il commence à se poser des questions, et donc il achète une encyclopédie complète de la Deuxième Guerre mondiale. Et une fois qu'il a fait ça, un soir, le gamin, il rentre, le père est en train de regarder un truc, et puis là, il dit bah, c'est là que je suis mort. Le gamin sur la page, il dit là, c'est une île, c'est là où je suis mort. D'accord, donc il se renseigne, machin. Et après, il y a des preuves un peu rigolotes, parce que le gamin, il avait des petites poupées là, pour jouer, et il leur donnait un prénom. Chacune de leurs poupées, un peu comme nous, les cow-boys, c'était voilà. Et quand le père retrouve, effectivement, il s'aperçoit qu'il y a un avion qui a craché effectivement sur cette île. Il retrouve les squads, enfin, les avions qui étaient là, et donc les gens, et tous les pilotes qui étaient de cette unité-là avaient les prénoms de tous ces petits bonhommes. Voilà. Donc ça fait quand même un peu bizarre. Et après, il a rencontré un des survivants, et ils se sont retrouvés comme des potes, comme s'ils s'étaient quittés la veille. Donc là, ça a été assez... Ils se sont racontés des choses qu'ils n'avaient jamais, enfin, que le père n'avait même jamais entendues. C'est assez fait. Donc ça, c'est des cas assez typiques. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde se réincarne, on ne peut pas le prouver, ça, mais lui, il dit il a un certain nombre de cas, enfin, c'est pas... Son bouquin, c'est 20 cas, mais en fait, il en a bien plus que ça. Ça a été repris, enfin, ce genre d'études sont reprises en Suisse et dans les Pays-Bas, mais pas en France, c'est compliqué. Après, vous connaissez bien sûr Raymond Moody, qui a fait les NDE. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose juste après la mort, en tout cas. Alors, il y en a qui disent, oui, mais c'est un truc psychique, machin. Bon, à voir. Après, il y a l'histoire de l'âme. Vous connaissez le poids de l'âme? Vous avez entendu parler de ça? Vous irez chercher sur Internet, c'est assez rigolo. Il y a un Suisse qui fait des sorties de corps, en fait, hein. Il fait du voyage astral. Et si vous cherchez poids de l'âme suisse, vous allez tomber sur ces explications-là. Et lui, il sort un peu à volonté. Et donc, il s'est mis dans une... Ils l'ont mis sur une balance très très précise. Et au moment où il sort, et où il re-rentre, il perd ou il gagne. Le corps perd ou gagne à peu près entre 20 et 30 grammes. Donc le poids de l'âme, c'est 20 ou 30 grammes. Milligrammes, je ne sais plus. Enfin, non, je crois que c'est des grammes. C'est des grammes. Non, je pense que c'est une vingtaine de grammes. C'est une vingtaine de grammes. Bon, voilà, donc c'est des trucs un peu surprenants. Après, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? C'est que l'âme ne revient pas. Plus récemment, j'ai lu un bouquin, je ne sais pas si vous connaissez, Dolores Cannon, qui utilise l'hypnose régressive. Et avec ça, elle arrive à faire remonter les personnes dans des vies antérieures. Alors là, ce dernier bouquin, c'est même sur des vies dans d'autres civilisations, sur d'autres planètes. Voilà. Mais c'est assez intéressant. Donc l'hypnose est un moyen aussi d'aller sonder un petit peu l'inconscient. Ah ben oui, c'est connu ça. Ça a même un nom, le rebirth, ou je sais pas quoi là. Ah, le rebirth, c'est le lying en fait. Le rebirth, oui, j'en ai pas parlé, mais le rebirth, c'est la suite du lying. Enfin, moi j'ai fait une séance, et c'est vrai qu'on accède à un vécu. Alors après, il y a toujours quelqu'un qui pourra y requalifier autrement, mais ce que vous le sentez, vous le vivez et compagnie, pour vous c'est une réalité en tout cas. Ouais. Donc là, je vous ai cité un certain nombre de choses, donc ça ne date pas d'hier, hein. Il y en a plein, puis aujourd'hui il y en a encore plus, des gens qui ont écrit des bouquins sur leur vie antérieure, il y en a foison. Celui qui avait écrit le best-seller, la vie après la vie, oui, c'est Moody. La mort, c'est Moody. Ouais, c'est Moody qui a fait ça, ouais. Alors lui, on peut rajouter la chose suivante, c'est qu'il a gardé que les expériences positives. Que les expériences positives. C'est-à-dire, on voit une belle lumière, un machin. Il y a aussi des cas où, si les gens ont fait des choses pas très terribles dans leur vie, il y a un cas où il y a un mec, il s'est réveillé en disant oula, je veux surtout pas mourir, parce que là où je vais, ça va pas du tout. Et il n'avait pas fait des choses très sympas. Donc, il vaut mieux quand même
faire des choses bien dans sa vie. Alors après, la question c'est l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Parce que c'est compliqué ça. Moi j'ai cherché longtemps, j'ai entendu des gens qui me disaient des choses à mi-mot, etc. Je vous partage ce que j'ai plus ou moins compris, mais je pense que ça nous dépasse, c'est quelque chose de très compliqué. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est sur plusieurs niveaux vibratoires, a priori. Donc on a une partie de notre âme qui est incarnée là, chacun de nous, mais on a une grosse partie de notre âme qui est dans une autre dimension, plus près du divin, dans des énergies beaucoup plus élevées. Après, il y en a même qui disent qu'on peut avoir plusieurs vies en même temps, c'est-à-dire que l'âme elle est capable de se démultiplier dans différents mondes. Moi je ne suis pas capable d'aller voir, je n'ai pas la preuve, là je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est capable, si on devient un peu plus fin, un peu plus connecté avec son âme, donc la connexion âme, parce que, pour moi la connexion c'est l'âme, c'est là-haut qu'on connecte avec notre âme, avec notre coronal, plus ce canal-là s'ouvre, plus on peut travailler avec notre âme. Après, il n'y a que les grands maîtres qui arrivent à faire venir vraiment l'intégralité de leur âme dans le corps physique, ça c'est que les très très grands maîtres, parce que notre corps il est tellement bas en énergie que c'est très très compliqué, quoi. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On ne sait pas trop. On fait descendre l'âme dans le corps ou Non, mais ça c'est les très très grands maîtres. Très grands maîtres. Je pense que dans 99,9% des cas, on vit cette expérience-là et on retourne près de notre âme, voire on refusionne avec non, notre mais âme. vous dites avec les grands maîtres qui arrivent à faire descendre leur âme dans leur corps. Ils font descendre l'âme dans le corps ou c'est le. Dans le corps, oui. Dans le corps c'est eux qui s'élèvent. De toute façon, c'est un peu les deux. Parce que. Je ne sais pas si vous avez lu des bouquins sur Mère Mera, par exemple. Vous connaissez Mère Mera? Non. Elle fait un darshan tous les soirs, vers 19h. Vous pouvez vous chercher Mère Mera, M2ERA. C'est une. M-E-E-R-A. Mère Mera. Elle travaille. Pareil, il y a très peu de bouquins, il y a 2 petits bouquins sur elle, où elle explique qu'elle vit en permanence dans différents niveaux. Elle est le guide. Et on considère qu'elle, c'est un avatar. Ça vous parle ce que c'est qu'un avatar? C'est quoi pour vous? Un avatar, c'est une notion de transformation, de transmutation. Ouais. Vous avez une autre définition? Le corps change, mais l'intérieur même. Je pense au film Avatar. Ah ouais, c'est ça. La définition que j'en ai, moi, c'est Dieu incarné sur Terre. C'est pas n'importe quoi. Dieu. Ah bah alors il a peut-être un emploi un peu plus vulgarisé. Mais c'est vraiment qu'est-ce que ça? C'est quelqu'un de très très haut niveau vibratoire qui vient sur Terre. Donc c'est des gens. On peut se connecter avec eux. Ah oui, connectez-vous, faites l'expérience. Allez, moi je l'ai été la voir en vrai en Allemagne 3 fois, 2 fois. Il y en a plusieurs d'avatars. Oui, il y en a plusieurs, oui. Ils ne sont pas des millions, mais il y en a plusieurs, oui. Il y a Rama qui a un avatar aussi. Vous connaissez Rama? Ah oui. Bon, et Mère Mera, c'est la même. Elle est indienne d'origine, mais elle vit en Allemagne. Elle est mariée en allemand. Voilà. Donc là, voilà, on ne sait pas trop. Alors après, il y a ce qu'on sait un petit peu, mais sans trop savoir vraiment, c'est qu'il y a un cheminement de l'âme derrière. C'est-à-dire que l'âme, normalement, quand elle monte, elle va aller faire des bilans de vie, des bilans émotionnels, elle va aller voir si elle a bien fait ce qu'elle avait à faire, est-ce qu'elle va comparer sa vie avec ce pourquoi elle était venue, ce qu'elle s'était engagée à faire avant de venir. Quand on oublie la feuille de route. Et oui, alors on retrouve la feuille de route qu'on perd quand on s'incarne. Donc du coup, est-ce que je suis bien dedans? Est-ce que j'ai réussi mon challenge en fait, sur Terre? Est-ce que j'ai réussi ou pas? Donc ça c'est très personnel, puisqu'on a chacun notre feuille de route, qui n'est pas la même. On n'a pas à se comparer d'ailleurs à ce niveau-là. Et il y a aussi des comparaisons, on regarde ce qu'on a fait au niveau parole, au niveau geste, et on regarde ce que ça a eu comme impact sur les autres. Donc, du coup, on se dit, attends, j'ai dit ça, et du coup, ça a réagi tout ça. Donc, il y a tout un bilan émotionnel. Il y a des bilans qui sont faits aussi, apparemment, sur les choix de vie qu'on
qu'on a pris. Est-ce que si j'avais pris cette route-là, quelle aurait été ma vie? On voit comment aurait été notre vie si on avait fait les autres choix possibles. Voilà. Alors déjà qu'on a des regrets, tous. On est arrivé là-haut, c'est on peut en avoir encore. Ah bah il paraît qu'on pleure pas mal. Hein, donc voilà, Ah, quelle vie. ouais. Alors, bah ça c'est... Qu'est-ce que je peux vous donner? Bon, ça je peux vous le donner, si ça vous intéresse. Pas nombreux. Ça peut vous servir, surtout si vous êtes passeuse d'âme, potentiellement. Oui. Je sais pas avec un ponto là. Alors, ça c'est des abacs qui permettent de savoir où on est là. Mais on peut faire, je vais le faire pour quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Mais je ramasse les copies après. Vous avez un pendule? Vous avez un pendule chacun? Ben, je l'ai pas là. Ah, non, il est là. Ah, bah, non, ça n'a rien. Je vous en prête un. Je vais me servir. Vous avez des pendules là? Ça, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est... Le but du jeu, c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Donc quatre mondes là, qui sont représentés, il y en a certainement d'autres, mais ceux-là nous suffisent. Donc il y a le monde physique, le monde subtil, le monde spirituel, le monde divin. Le monde physique, c'est l'autre. C'est là où on est. La personne, quand elle vient juste de mourir, elle va dans le monde subtil, c'est-à-dire qu'elle est à côté de nous. Pas loin, mais à côté de nous. C'est toute la période du bardo. Normalement, on la retrouve dans le monde subtil. Elle va encore aller proche des gens, elle va essayer de... Elle est importante cette période-là parce qu'en allant voir déjà les gens, ça se décale. Hein. Voilà. En allant voir les gens, quelque part, ça les prépare déjà à faire leur bilan. Parce qu'ils s'aperçoivent déjà de ce que pensent les gens de l'âme qui viennent de mourir, parce que les gens en parlent entre eux, machin, ah, bah, lui, ceci, voilà, et cela, bon, bref. Donc ça fait partie du bilan pour elle, de se connaître, de voir comment ce que les gens pensaient d'elle, en fait. Par contre, si ça dure, bah, c'est pas bon, quoi. Si au-delà de 50 jours, elle est là, c'est qu'elle est coincée quelque part, dans une dimension, et là, elle n'est pas passée. Dans le monde quand la personne est passée, elle est dans le monde spirituel. Et donc après, quand elle commence à faire ses bilans, à un moment donné, ça peut prendre un temps, 1 an, 2 ans des fois, et après elle va passer dans le monde divin. C'est-à-dire qu'elle revient dans le monde divin. Ça peut aller vite, puis ça peut traîner. Les gens qui ne sont pas très spirituels, ils mettent plus de temps. Puis en même temps, des fois, ils vont très vite. Les gens qui ont un peu compris plein de choses sur eux, qui ont travaillé sur eux, en général, ça va vite. Ça va même très vite. Donc si vous avez une idée de quelqu'un à qui vous pensez, vous dites ah, tiens lui j'ai un doute, vous lancez le pendule d'avant en arrière et puis vous regardez, vous laissez le pendule se décaler à gauche ou à droite et vous regardez où il est. Est-ce qu'il est dans le monde physique, subtil, spirituel ou divin. Donc ça peut vous donner rapidement une idée. Moi j'ai des gens qui me demandent, qui me disent ah bah je pense que telle personne, puis en fait elle est passée, donc c'est autre chose. Alors, un pendule, oula, c'est pas comme ça qu'on tient. Aujourd'hui, on m'entend. Ouais, je vois ça. Non, mais je pensais que vous étiez tous. La pendule, ça se tient entre 2 doigts, pas comme ça, entre 2 doigts. Et puis après, la longueur de la ficelle a une importance. Donc une ficelle comme ça, en général, ça marche pas. On laisse la ficelle à l'intérieur de la main parce que ça permet de... On considère que c'est une antenne, donc on ne veut pas capter n'importe quoi. Et une des techniques pour connaître la longueur du pendule, c'est de le balancer d'avant en arrière avec la ficelle très courte. Et on allonge la ficelle. Et quand le pendule se met à tourner, c'est qu'on a la bonne longueur. Pour soi, aujourd'hui. Et il ne faut pas avoir peur de le balancer d'avant en arrière. Parce que le pendule, c'est quoi? C'est une micro-vibration de notre bras.
C'est rien d'autre. C'est notre inconscient qui part à travers une micro-vibration qui est envoyée dans le bras. Donc il ne faut pas attendre que le pendule nous réponde. Le pendule ne nous répond rien du tout. C'est nous qui donnons. Donc il ne faut pas avoir peur de lancer d'avant en arrière. Voilà, on lance d'avant en arrière et après ça se met à tourner. Donc là, c'est pareil, on se met au-dessus du rond et puis on le lance d'avant en arrière. Et puis à un moment donné, je ne sais pas si je pense à. Je sais pas qui d'ailleurs. Bref, si je pense à quelqu'un, puis je regarde, montre-moi où est telle personne, telle âme. Et puis on va voir s'il est dans le divin. Ça va se décaler. Le pendule va se décaler sur un des cadrans. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, c'est juste pour info comme ça. Nous, par moment, on ne peut pas être dans aller dans le monde spirituel, ou quand on fait des méditations, des choses comme ça. Non, on est incarné. On est incarné, nous. Après, on n'est pas dans ce monde-là, on est dans le monde terrestre. Même si on médite, on est incarné, donc on est ici. Ça n'empêche pas qu'on fait monter son taux vibratoire, ça n'empêche pas qu'on connecte notre âme plus quand on médite, mais on reste incarné. Hein? Enfin, moi, c'est pour moi. Après. J'ai l'impression, moi, des fois, je suis déconnectée de ce monde-là. Oui, oui, on peut aller voyager, mais vous restez incarné quand même. Tant que vous êtes vivante, vous êtes encore en lien avec votre corps physique. Et après, ça ne vous empêche pas d'aller voyager. Hein. Il y a des gens qui voyagent dans d'autres mondes. Je suis à côté de la plaque. Ça, c'est peut-être au niveau de l'ancrage. Quand on vit à côté de notre corps, Je pense que j'y suis très souvent. Donc nous, quand on trouve quelqu'un qui est sur sa tabac-là, quand je trouve quelqu'un qui est dans le monde subtil, souvent je suis obligé d'aller la chercher, et d'aller et après je fais un passage d'âme pour elle. Sinon, la plupart des âmes qui ne sont pas montées, il suffit de les appeler et en général, on arrive à les faire monter parce qu'elles sont en souffrance, elles sont coincées à un moment donné. Elles se rendent compte qu'elles sont coincées à un moment donné. D'autant plus que généralement elles se manifestent d'une façon ou d'une autre. Non, il y en a plein qui ne se manifestent pas. Ça, c'est ce que. Alors. C'est une bonne question. En fait, c'est ma particularité, c'est que moi je fais passer des âmes en nombre. Et les âmes qui sont en nombre, elles ne viennent pas vous voir. Elles restent coincées dans des endroits. Celles qui vont venir voir les personnes d'une manière individuelle, ce sont des âmes déjà qui vont aller chercher de l'aide. Elles ne sont pas en groupe, elles ne sont pas en troupeau, celles-là, entre guillemets. Et elles vont venir vous voir parce que vous avez une aura de passeuse d'âme. Ça ne veut pas dire que vous êtes passeuse d'âme. Enfin, vous avez le potentiel d'être passeuse d'âme, mais vous n'êtes pas forcément passeuse d'âme. Vous n'avez pas forcément la capacité de l'aider. Ou en tout cas, vous pouvez aussi elles vont venir chercher aussi des gens qui ont besoin il y a des âmes qui ont besoin de laisser un message, de donner une information à un proche. J'ai oublié de lui dire que je l'aimais, etc. Toutes ces choses-là. Donc là, elles vont chercher un médium. Donc c'est pareil, elles voient quelqu'un qui est médium, ça se voit au niveau de l'aura pour elle. Je ne vois pas, mais je sais que c'est comme ça. Donc ces âmes-là, elles vont taper à la porte. Seulement, elle ne sait pas forcément si la personne est capable d'entendre ou pas le message. Donc c'est souvent comme ça qu'on a des gens qui se retrouvent avec des âmes qui traînent dans leur maison, parce que quand est-ce qu'elle va me répondre, celle-là ? Elle ne me répond pas, et c'est ces gens-là souvent qui ont besoin d'apprendre à devenir passeurs d'âme. Parce que c'est le moyen effectivement de les aider. Et voilà. Très bien. Donc du coup, ça fait une transition sur un petit peu quelle est la typologie des âmes et pourquoi elles restent coincées en fait. Parce qu'une grosse partie qui passe, on n'a rien à faire, nous. L'âme, la personne, elle décède, puis son âme va directement dans les mondes, va faire ses bilans directement, elle ne reste pas traînée. Et il y en a plein qui restent. Et c'est celle-là dont le passeur d'âme ou les passeurs d'âme ont besoin de s'occuper, sinon elle reste coincée. Et moi j'ai une phrase, c'est les vivants chez les vivants, les morts chez les morts. C'est-à-dire on n'a pas, c'est pas juste que ça chacun à sa place, quoi.
Et une fois qu'on est mort, il faut aller faire ses bilans, quitte à se réincarner après, pour reprendre un vrai corps, mais pas traîner entre les deux, c'est pas juste. Donc c'est important pour le passeur d'âme de connaître quelles sont les typologies, parce que du coup on va utiliser des phrases, on va utiliser des mots, on va utiliser des gestes qui vont permettre à toutes ces âmes-là de se reconnaître et de passer. Donc la typologie que j'ai faite, je n'ai pas trouvé ça dans les bouquins, mais c'est le gros du bazar, c'est l'attachement. Le gros problème qu'ont les âmes, c'est qu'elles sont attachées. Alors, elles sont attachées à plein de choses. On peut être attaché à son lieu de vie, donc sa maison, son arbre, et puis le paysan qui est attaché à sa terre. Le paysan, eux, c'est souvent ça, ils restent très très attachés à leur terre, qu'il a soigné toute sa vie, il s'est occupé des poules, du machin, de ceci, il a fait l'amélioration, et il veut vérifier que les enfants qui reprennent font bien comme il faut, et du coup, souvent, ça fait des gens coincés. Donc il y a les attachements aux objets, aux biens matériels, l'argent, bien sûr, mais l'habitude du vieux rocking chair dans lequel on est, c'est l'image d'Épinal, mais c'est vrai, une personne âgée qui a resté 20 ans, qui a fini sa vie à se balancer dedans, une fois, elle était bien là, quoi. Donc elle y reste. Il y a tous les gens qui ont des collections, qui ont passé leur vie à collectionner tout et n'importe quoi. Donc là, il y a un très gros attachement, parce qu'il y a eu un énorme investissement, temps, affectif, de recherche, d'argent, de tout. Donc, la personne, si elle n'a pas fait le chemin de transmettre avant de mourir son patrimoine, entre guillemets, à une association, à une mairie, ça, il y en a qui le font, et heureusement, c'est compliqué, parce que du coup, elles sont souvent même en souffrance, parce qu'elles voient que c'est pas bien géré, qu'elles voient que ça se dégrade, et ça les embête. Après, il y a un attachement, bien sûr, aux personnes, aux proches. Vous avez tous eu le cas du mari qui meurt, et puis le mari tourne autour de sa femme, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre touche à sa femme, son ex-femme. Et la femme peut le sentir, et dès qu'il y a un amant potentiel qui arrive, il s'en prend une. Bon, et puis ça fait des femmes qui restent seules, et lui il reste là. Compliqué. Donc c'est ça, c'est là aussi, moi j'ai eu le cas de mère, une femme qui est morte dans un accident de voiture, les enfants à l'arrière sont vivants, le mari est vivant, et c'est la femme qui se prend le pylône, parce que la voiture s'est décalée, et les enfants sont en bas âge, ils ne sont pas élevés, donc la mère va essayer de rester pour élever les gamins, pour aider son mari. C'est compliqué, quand on n'est pas incarné, elle essaye d'influencer, ça fait des trucs un peu bizarres aussi. Après, il y a l'attachement moral, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a eu des grosses responsabilités, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau d'une entreprise, au niveau d'un pays, d'une mairie, etc. C'est pareil, il veut voir si son investissement continue. Alors un truc qui est plus compliqué, auquel on ne pense pas, et ça c'est un lama tibétain qui vit aux États-Unis qui m'a parlé de ça, c'est l'attachement au statut social. Ça vous parle, le statut social? C'est-à-dire que je suis par exemple la maman italienne, j'ai un statut social, je suis la responsable familiale de la famille. Je suis comptable d'une association, président, maire, adjoint, enfin tous ces rôles représentatifs où il y a un peu l'ego qui gonfle aussi un peu, voilà. Si Macron il décède, il risque de ne pas partir sur l'Europe. C'est mort repassé. Il y en a plein. Après, il y en a après la vie se charge qui s'en rend compte. Par exemple, je me souviens du militaire américain qui a mené la guerre du Golfe. Ouais. Il disait, quand j'étais aux commandes, je demandais un truc, ça s'était fait tout de suite. Puis maintenant, j'arrive même pas à avoir un plombier, quoi. Faire venir un plombier chez moi. Donc voilà, donc là, après, il y a une prise de conscience qui permet de redescendre. Mais il y a des gens qui ne redescendent pas. Ils restent comme ça, coincés à leur statut. Et on peut cumuler les statuts. On peut être un patriarche, on peut être celui qui est président d'une association, on peut être un ancien patron d'une boîte, surveiller encore, être dans le comité de surveillance. Il peut y avoir plein de choses, plein d'attachements. Et c'est compliqué.
c'est compliqué pour pas mal de gens, l'attachement. Après, il y a des gens, mais ça va toucher plus les gens qui sont. J'aurais moins ce cas-là. Ils vont aller voir des médiums, ça, c'est les gens qui ont besoin de laisser un message avant de partir. J'ai pas pu dire à mes enfants combien je les aimais, j'ai pas pu dire à ma femme merci. Et puis il y a les trucs plus compliqués, hein, le désir de vengeance, parce qu'il y a une mort qui a été traumatique. Et puis le commanditaire ou l'assassin n'a pas été démasqué, donc il y a envie d'aider à ce que l'enquête soit résolue. Hein. Donc elles essayent de trouver des gens pour laisser passer des messages. Souvent, c'est des âmes qui sont du coup aussi en colère. Hein. Voilà. Il peut même y avoir un désir de vengeance, parce qu'on a été mal soigné, parce que le médecin a fait une faute, parce que. Etc. Enfin, il y a plein de cas comme ça. Ou d'arrêter le chauffard, de faire arrêter le chauffard qui a pris la fuite et puis qui a écrasé. Qui m'a écrasé ou qui m'a cogné. Voilà, donc ces âmes-là, elles vont plutôt aller voir des médiums. Mais vous les faites passer comment alors? Vous leur apprenez le pardon, ils sont en colère comme ça? Bah après, à chaque cas, on a une phrase particulière pour leur dire de lâcher ou pas lâcher. C'est une présentation, donc du coup, je ne vais pas vous apprendre à le faire. Oui. Donc c'est ça le truc. Non, Il faut que je vous en parle, mais je ne peux pas. Oui. Il faudrait 2 heures de plus pour pouvoir apprendre la technique. Il faut 4 heures, 4 heures et demie pour apprendre la technique complète. Après, il y a les femmes, les hommes qui sont inconscients de leur mort. Il y a plein d'hommes et de femmes qui meurent, alors, des fois brutalement, et du coup ils se réveillent, ils sont en même temps vivants, et en même temps ils n'arrivent pas à communiquer avec leur famille, et c'est très compliqué, et ils peuvent mettre très longtemps à comprendre qu'ils sont morts. On en a eu plein avec le Covid. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a des gens qu'on a mis dans le coma, voire on les a déplacés, parce que l'hôpital était plein, ils se retrouvent des fois en Allemagne, ils se réveillent, ils sont morts. En Allemagne, ils ne sont pas trop morts en Allemagne. En France, il y a eu plein de changements d'hôpitaux, ils se retrouvent dans un hôpital qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent personne, ils sont morts et ils ne comprennent pas ce qui va arriver, parce que ça a été très très brutal. Donc là, c'est compliqué. Il y a aussi plein de personnes qui ne croient pas, qui croient qu'il n'y a rien après la mort. Donc du coup, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc elles se retrouvent dans le noir, elles entendent des voix, en même temps elles se disent non, je suis mort, mais j'entends, et je suis conscient que j'entends quelque chose. Enfin, c'est pareil, c'est des états où ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. En général, il y a toujours un guide qui vient les aider, qui va leur chuchoter à l'oreille, mais ils n'entendent pas forcément. Après, il y a tout ce qui est mort violente où la personne n'est pas préparée à mourir. Donc on retrouve tous les problèmes d'attachement et on retrouve tous les problèmes de colère, de besoin de vengeance. Donc là, on cumule un peu tous les problèmes. Et voilà. Après, il y a toutes les âmes qui ne montent pas. Il y a les âmes qui ont peur d'être jugées. Elles savent qu'elles ont fait plein de conneries. Et celles-là, elles sont pas très cool et ça peut durer très très longtemps. Hein. Ça peut être une centaine d'années. Enfin, ça reste coincé très très longtemps, on ne va pas les chercher. Et puis des fois, on n'a pas envie d'y aller. Hein. Je sais qu'il y a un médium italien en ce moment qui canalise Hitler. Il n'est toujours pas passé, hein, Hitler. Hein. Donc, il fait son chemin tranquillement, mais il n'y a personne qui veut le canaliser. Hein. Enfin, il y en a un qui a bien voulu. Le cheminement met du temps. Napoléon, c'est pareil, il est encore coincé depuis un moment. Ça fait déjà 2 siècles, mais ils ont tellement des gros égos en plus qu'ils ont du mal à se remettre en cause. Quoi. Ils sont coincés, ils s'en rendent plus ou moins compte, mais en même temps, bon, bref. Ça, c'est des cas très particuliers, donc ça je ne les fais pas passer. Après, la liste, elle est quasiment finie hein, en fonction des cas. Mais globalement, avec ça, avec ce que je viens de vous dire, on a déjà une grosse... on arrive à toucher beaucoup de personnes. Si vous avez, dans les films aussi qui parlent un peu de ça, il y a No Solar, je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là, c'est rigolo. C'est un médium brésilien. Notre demeure. Ah, c'est une autre.
Ouais, c'est Vous l'avez vu, hein, Bon. bon, ça c'est chouette à voir. Où là on voit bien que c'est une âme qui. Alors elle, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est passée, mais elle revient aider, mais il y a un moment donné où elle est un peu coincée. Puis il y a le sixième sens aussi, qui est sorti en France il y a quelques années, qui peut vous aider. Alors, donc ça c'est la typologie des âmes. Après, le passage d'âme en nom, il s'applique à des lieux particuliers en fait. C'est là où les âmes vont aller se regrouper. Et il n'y en a pas 36 000 quand même, il y a quand même un certain nombre de cas un peu classiques. Il y a les champs de bataille. Alors moi j'ai nettoyé des terrains où il y a eu des batailles, mais au 15e, 16e siècle. Et ils étaient toujours en train de se batailler. Ils n'avaient toujours pas compris qu'ils étaient morts, ils étaient encore avec des épées, des machins, truc de fou quoi. Et là par contre ça fait des lieux pas terribles. Ouais. Hein non, c'est des trucs pas terribles. Alors, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils ont construit ça? Comment ça se fait qu'ils ont construit sur des terrains comme ça? Bah, je vous la donne en mille. Hein. C'est des gens qui ont acheté sur plan à 800 km de chez eux, ils ne connaissent pas le terrain, et c'est des trucs qu'on dit, ah mais vous allez voir, ça va se louer, c'est des trucs de défiscalisation. Et en fait, ils font des 4 pièces dans les endroits où les lampadrons, ils n'auront besoin que de 2 pièces, donc les trucs ne se louent pas, et en plus c'est tellement pourri au niveau géobiologique, enfin, déjà avec des âmes qui traînent, les travaux ne se font pas ou se font mal, il y a des vis, du coup c'est mal fait, il y a des vis, enfin, Oui, et puis, ça ne se vend pas, ça ne se renoue pas, c'est une catastrophe. Franchement, si on n'est pas dans le monde des énergies, qu'est-ce qui nous prouve que le terrain qui est dans un super calme, il n'y a pas eu une bataille entre Celtes, Gaulois, et bien avant, Bien sûr. donc on peut pas tout Mais avec les géobiologies. le monde n'a pas accès à ce monde subtil. Non. Et, Non, mais ils s'en rendent compte après. Une fois que le bâtiment est monté. oui, mais justement, mais bon, à la limite, il n'y a pas besoin d'acheter sur plan. Même si vous allez voir le terrain, Ah non, vous allez qui vous sortir. disent qui a mis une 5 Oui, ans mais- ou 3000 ans, il n'y a pas eu un règlement de compte, une guerre, Oui, pas mais- une guerre, une bataille ou. Quand vous y allez sur place, vous avez un ressenti. Le terrain, ça vous plaît pas tout le monde. beaucoup de gens. Alors ça, énormément de gens l'ont. Moi, j'ai des maisons, j'ai de temps en temps, en tant que géologue, des maisons où les gens viennent, visitent, et puis